Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre podcast Z quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk pour vous. Nvidia a pris beaucoup de place, beaucoup trop de place, disons-le. Aujourd'hui, dans votre podcast, Hamid Fall-Jaoui interview Jérôme van der Bruggen, le responsable de la stratégie en investissement chez Degroof Petercam. Il nous parlera de la rentrée pour les marchés boursiers, du mini-crash du mois d'août à Wall Street, de Nvidia et du ralentissement économique en Chine et en Europe. Avant de nous pencher sur la situation des marchés boursiers en ce mois de septembre, revenons en arrière. Au début du mois d'août, les marchés financiers ont enregistré quelques turbulences. Qu'est-ce qui a provoqué cette instabilité ? L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. On assiste au retour de la volatilité sur les marchés financiers et aux corrections. Pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, on sait que des corrections boursières, ça vient. Oui. Elle était un peu forte quand même ici au moins. Elle était forte. Ouais. Elle était forte. Les mesures de volatilité ont pris une tournure un peu historique. Le VIX notamment atteint des sommets qu'il n'a atteints que lors de certains moments très précis. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité. Oui, l'indice de la volatilité atteint des sommets qu'il n'a atteints par exemple qu'en 2008 et à d'autres occasions de très forte volatilité. Finalement, la baisse était forte, mais vous avez vu qu'en quelques jours, elle s'est résorbée. Mais c'est vrai que la volatilité de retour, on a des mouvements qui sont très forts et très puissants. Pour moi, c'est normal. Et c'est symptomatique d'un changement de régime monétaire. Le marché prend au sérieux le changement de régime monétaire qui est en train d'arriver, la baisse des taux aux États-Unis, l'assouplissement de la politique monétaire américaine, et ceci a des conséquences énormes. Pour moi, si vous voulez, tout mouvement boursier doit être retracé à ce qui se passe au niveau de la politique monétaire. C'est la variable la plus importante à surveiller lorsqu'on investit dans les marchés. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'une des raisons de ce mini-crash est liée sans doute à la baisse des taux qui va être enclenchée ou qui est en train d'être enclenchée par la Banque centrale américaine. Par contre, je lis la presse économique aussi, j'ai aussi entendu parler de spéculation et que ce serait une des causes aussi de ce mini-crash du mois d'août au niveau boursier. Et on a parlé notamment d'un terme que peut-être le public ne connaît pas qui s'appelle carry trade. De quoi s'agit-il ? C'est quoi ce carry trade ? Visiblement, on joue sur les devises, visiblement. Alors, le carry trade, c'est ce que tout le monde essaye de faire, c'est obtenir un rendement décent. Donc c'est du carry. Carry, c'est le rendement, c'est le spread, le surplus de rendement qu'on peut obtenir. Le coût de portage, en fait, le mot précis, c'est coût de portage. Donc le portage, lorsqu'on va prêter de l'argent, on a droit de recevoir un certain rendement. Tout le monde recherche du rendement. Alors pourquoi ces recherches de rendement peuvent prendre de temps en temps des natures spéculatives? C'est lorsque on a des divergences de politique de taux d'intérêt entre des pays qui sont avec d'énormes liquidités. On a eu pendant tout un temps au Japon une politique quasi de taux d'intérêt à zéro, ce qui a donné lieu à des emprunts en yens japonais, qui sont venus se replacer sur une autre devise, le dollar, sur lequel les rendements étaient de 5,5%. Donc vous aviez une énorme différence de rendement, un énorme portage, un carry de 5,5% qui s'est propagé pendant de très nombreux mois. Et donc c'était quoi, une martingale ? J'emprunte en yens parce que les taux sont très faibles et je reprête cet argent avec une devise qui me donne un taux d'intérêt plus élevé. Voilà, alors je prends un exemple un peu simple sur le dollar. Après ça, ce qu'on a emprunté en yens, on peut le replacer dans plein d'autres endroits. Le dollar est un exemple, ça peut être replacé aussi sur la bourse. En Turquie. Voilà, sur Turquie, au Brésil, au Mexique, enfin il y a toutes sortes de mécanismes, effectivement, qui sont spéculatifs, parce qu'à partir du moment où ces investisseurs se rendent compte que la politique monétaire va changer, les taux d'intérêt américains vont passer de 5,5% à 3,5% dans un an. C'est ce que, pour l'instant, on lit dans les marchés financiers. Ces 2% de différence, ça change radicalement la donne. Et donc, ces gens doivent déboucler leur position, vendre certains actifs afin de permettre d'honorer leurs engagements par ailleurs. Ils le font souvent rapidement. C'est rare qu'un tel débouclement se fasse dans l'ordre. On a l'habitude. C'est comme ça que ça fonctionne. La débandade, en fait. Alors, vous pouvez l'appeler la débandade. C'est un mécanisme de marché assez classique.
qui surveille ça? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Au bout du compte, le prêteur de dernier ressort, c'est la Banque centrale américaine. Et c'est à lui que reviendra le rôle de venir calmer les marchés s'il le faut. Pour l'instant, ils n'ont pas eu à intervenir pour calmer les marchés. Les marchés se sont calmés tout seuls, ce qui prouve que ce mouvement spéculatif n'est pas si puissant. Mais c'est une chose à surveiller. Je ne pense pas qu'il faille... Ça peut se reproduire. Ça peut se reproduire, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre pour ce que c'est, mais ce n'est pas, et on va peut-être revenir là-dessus, c'est pas parce que l'économie américaine ralentit qu'on va avoir une énorme récession, que les marchés se cassent la gueule. C'est pas ça qui se passe. Alors Jérôme, ça c'était aussi une des explications qu'on a pu lire dans la presse financière internationale, c'est-à-dire cette spéculation auquel vous avez fait allusion pendant quelques secondes. Il y a un autre élément qui revient de temps en temps comme explication de ce mini-crash aussi du mois d'août dernier, c'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart des achats et de ventes d'actions se font par des robots, des algorithmes, qu'il n'y a plus d'êtres humains, d'analystes ou d'investisseurs derrière, et que ces robots ont un défaut, ils vont peut-être très très vite, c'est vrai plus vite qu'un être humain, mais ils achètent tous au même moment et ils vendent tous au même moment. Alors c'est vrai que dans certaines bourses, sur certaines places, les robots sont très actifs. Et c'est vrai que la présence des robots, des algorithmes est aujourd'hui certainement plus présente qu'à l'époque où mon père investissait en bourse. C'est sûr, il y a aujourd'hui, avec la technologie, moyen d'exploiter certains avantages en bourse. Et je pense que ça fait partie du paysage de l'investissement actuel. Mais c'est ce qui arrive, ils prennent trop de place lorsqu'il n'y a pas d'autres investisseurs pour assurer la liquidité dans les marchés. Les robots ont une place qui parfois est très forte, notamment dans les marchés à faible liquidité, mais les institutionnels sont très présents et les investisseurs privés ont aussi une très grosse place sur les marchés financiers. Et je ne pense pas que ce soit les robots qui fassent la loi sur les marchés. Je pense que oui, il y a parfois certains signaux qui sont très rapides et qui font que certaines transactions sont exécutées très rapidement, mais très souvent, et notamment aux États-Unis, vous avez une énorme masse d'investisseurs privés parce qu'aux États-Unis, l'épargne privée est extrêmement développée. L'investisseur privé détient plus de 40% de la bourse américaine. C'est pas le cas chez nous. Le particulier. Les institutionnels, une grande partie, les robots, une autre partie. Enfin, les algorithmes créent une autre partie de la liquidité. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on a des marchés dans lesquels les épargnants ne sont pas assez présents, les robots peuvent prendre un peu plus de place. Et donc, on en parle beaucoup. Alors, quittons le début du mois d'août et de ce mini-crash boursier qui a provoqué des frayeurs. Là, on est au mois de septembre, on est au début du mois de septembre, et on sait, parce qu'il l'a dit, le président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, a dit que il allait initier, vous y avez fait allusion d'ailleurs, la première baisse des taux, en tout cas aux États-Unis, et sans doute le 18 septembre prochain. D'abord, question, est-ce que vous y croyez? Et puis deux, comment se fait-il? On pourrait dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait X temps qu'on rencontre des analystes financiers comme vous ou des stratèges d'investissement qui disent on attend cette baisse. Et là, visiblement, la bourse n'a pas l'air d'être très contente, elle a l'air même d'être très nerveuse. Pourquoi? La bourse est nerveuse parce que ce changement de régime occasionne des débouclements de position, c'est le sujet qu'on vient de traiter. Est-ce que j'y crois? Oui, je pense que Jérôme Powell s'est carrément engagé. Il ne peut pas plus s'engager que ça. Il ne peut plus faire marche arrière. Voilà, je pense qu'il ne peut absolument pas faire marche arrière. Et il a dit aussi quelque chose qui, je pense, a donné le signal à tout le monde que c'était vraiment le moment. Il a dit, aujourd'hui, pour moi, c'est moins l'inflation qui compte, c'est plus le marché de l'emploi. Vous savez que la Fed américaine a un mandat double. Elle doit s'occuper et de l'inflation et de l'emploi. Et aujourd'hui, pendant tout un temps, disons ces 2 dernières années, elle s'est concentrée sur l'inflation. Aujourd'hui, Jérôme Powell l'a annoncé à Jackson Hole. Il a dit « je vais maintenant m'occuper de l'emploi ». Ce que je crains le plus, c'est un ralentissement qui puisse occasionner, disons, du chômage. Ça ne veut pas dire qu'il voit du chômage arriver. Il dit juste « moi, j'ajuste ma politique monétaire pour qu'elle ne crée pas de récession, justement ». Et donc, si la Réserve fédérale baisse les taux suffisamment tôt, donc à partir du mois de septembre, et qu'elle le fait suffisamment vite, ce qui est précisément ce à quoi nous nous attendons, et d'ailleurs les marchés s'attendent, normalement, il n'y aura pas de récession. Et on va pouvoir avoir ce scénario d'atterrissage, baisse de l'inflation en douceur, sans récession. Alors ça, c'est votre hypothèse, mais d'autres pensent peut-être l'inverse en se disant on est en train de parler de récession aux États-Unis, alors que jusqu'à présent, ce qui étonnait, c'était la robustesse, la résistance de l'économie américaine. Et là, certains se disent, mais au fond, est-ce que Jérôme Powell n'est pas lui aussi très faillible? Est-ce qu'il n'a pas trop tardé à baisser les taux d'intérêt? Oui, ça c'est la théorie ou le scénario comme quoi il serait en retard par rapport à behind the curve. C'est le scénario qu'on appelle de policy mistake. C'est clairement un scénario dont il faut tenir compte. Sur l'économie, personne n'a complètement la boule de cristal et peut savoir précisément ce qui va arriver. Mais
Par contre, ce qu'on observe, c'est que le marché de l'emploi est toujours suffisamment robuste que pour permettre aux dernières détériorations des statistiques économiques de ne pas occasionner une situation où il y aura du chômage, et du chômage à 6, 7, 8%. C'est ça, en fait, la grosse crainte. Le behind the curve, c'est pas, si vous voulez, un chômage qui augmente gentiment par rapport au niveau relativement bas où il est maintenant, c'est où il passe tout à coup, en quelques mois, à 8%. Ça, si vous voulez, c'est pas un scénario qui puisse être envisagé vu la robustesse du marché de l'emploi maintenant. On va avoir vendredi, peut-être au moment où passe cet enregistrement, cette émission, on aura déjà les statistiques de vendredi pour donc le marché de l'emploi sont très importantes. Mais là, pour l'instant, personne ne s'attend à ce qu'il y ait, si vous voulez, une dégradation. On crée toujours de l'emploi aux États-Unis, mais de façon beaucoup moins forte que ce qu'on l'a fait ces dernières années. Alors ça, c'est les États-Unis vu du point de vue macroéconomique, du point de vue monétaire, comme vous venez de le faire. Alors, qu'en est-il de la bourse américaine, puisque jusqu'à présent, elle s'est plutôt très bien comportée, notamment les valeurs technologiques, et notamment une valeur en particulier, Nvidia, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a quelques mois, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qui ne sait pas c'est quoi Nvidia. Comment se fait-il que Nvidia a été attaquée il y a quelques jours aussi sur les marchés financiers, et on a l'impression que la mode de l'IA est peut-être passée. Certains se posent même la question, est-ce qu'il n'y a pas une bulle de l'IA ? Alors, Nvidia a pris beaucoup de place, beaucoup trop de place, disons-le. Aujourd'hui, Nvidia, et ceci c'est un phénomène d'un an, c'est hyper récent, pèse 6,5% de la capitalisation boursière du marché américain. Une seule action. 6,5%. C'est gigantesque, c'est une des 7 magnifiques, et l'ensemble des 7 magnifiques pèse 30%. Elle a une énorme place. Alors, c'est pas seulement sa place sur le marché qui compte, c'est aussi sa place sur les mouvements de liquidité. Les intérêts spéculatifs, notamment sur les marchés des dérivés sur Nvidia, sont absolument gigantesques. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise finalement assez simple. Elle fabrique des semi-conducteurs dont tout le monde a besoin. Donc, c'est très facile de comprendre ce qu'elle fait. De monopole, presque. Oui, c'est la seule pour l'instant à les faire. Elle va bien sûr avoir des concurrents. Elle ne va pas garder cette position dominante pendant je dirais, les 10, 15, 20 prochaines années. Elle va tenter de se départager, mais il y a déjà certains concurrents qui émergent. Mais c'est assez simple. Et donc, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est très simple de dire, si vous voulez jouer, vous placer pour l'intelligence artificielle, achetez cette entreprise-là parce qu'elle fabrique les matériaux qui permettent à l'intelligence artificielle de se développer. C'est pour ça qu'il y a un tel intérêt sur cette entreprise. Lorsqu'on regarde l'évolution de ses revenus, c'est pas parce que je dis qu'il y a beaucoup de mouvements spéculatifs sur Nvidia que je dis aussi que cette entreprise est beaucoup trop chère. C'est pas ça. Beaucoup d'intérêts, beaucoup de mouvements spéculatifs. Lorsqu'on regarde la valorisation, la croissance qu'elle nous a démontré de ses revenus aussi, de ses profits, justifie sa valorisation. C'est pas ça ce qui se passe. C'est un mouvement très très intéressant. Enfin, beaucoup de gens qui s'y intéressent, et donc on surveille de très près les mouvements d'Nvidia. Ça, c'est pour un peu anticiper, comme préliminaire à la réponse à la question. Est-ce que c'est la fin de l'intelligence artificielle ? Pas du tout. Lorsqu'on regarde les résultats des entreprises qui sont sortis au deuxième trimestre, ils continuent d'investir énormément. Les fameux Magnificent Seven, cette année, vont presque doubler leurs investissements pour bénéficier de l'intelligence artificielle. Le cloud... Justement, c'est ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils investissent énormément, ce qui est très bien, oui. Mais il semblerait que les recettes ou les retombées tardent ou tarderaient à venir. Alors, les retombées ne viennent jamais aussi vite que ce qu'on pense, sauf que les retombées de l'intelligence artificielle viennent quand même beaucoup plus vite que beaucoup d'autres innovations qui ont lieu. Vous utilisez tous les jours, finalement même parfois sans le savoir, des applications qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment pour la traduction. On a parlé des algorithmes dans les marchés financiers. Tout ça, ce sont des produits d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative qui vous permet de faire du texte a encore beaucoup de nos développements. Et Microsoft, pour ne pas le nommer, est en train d'implémenter dans toutes les applications qui mettent à disposition de tout le monde beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Donc ça vient, et c'est vrai que parfois c'est un tout petit peu moins vite, mais ça reste un développement qui est plus rapide que beaucoup d'autres développements disruptifs, technologiques qu'on a eu dans le... Alors, Jérôme, restons sur les États-Unis. D'abord parce que c'est la première puissance économique mondiale et aussi parce que c'est le premier marché boursier mondial et que beaucoup de téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous regardent en ce moment ont des actions américaines. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous et vos pairs, si je puis dire, par rapport aux élections américaines du mois de novembre prochain ?
Moi, j'ai l'impression, de nouveau, c'est peut-être une lecture rapide, qu'aucun des candidats n'est nécessairement très bon pour la bourse. Si c'est Trump, on sait qu'il veut imposer des droits de douane et donc il va peut-être faire augmenter l'inflation et donc c'est pas très bon pour les taux d'intérêt si on veut qu'ils baissent. Et si c'est Madame Kamala Harris, on a l'impression qu'elle veut flatter un certain électorat, qu'elle va être très prodigue, je dirais, et que peut-être que le déficit budgétaire va encore s'aggraver. Je sais pas, c'est peut-être une vision un peu dramatique des choses. Aucun des deux candidats ou est-ce que les investisseurs ont déjà choisi leur candidat? D'abord, pour rebondir tout de suite sur les questions du budget, c'est probablement ce qui nous manque le plus dans ce qu'on entrevoit des deux politiques économiques, de la politique économique que les deux candidats proposent, c'est qu'il n'y a rien pour, si vous voulez, diriger les dépenses des États-Unis. Qu'il y ait un déficit aux États-Unis, ça va. D'ailleurs, qu'il y ait un déficit un peu partout, c'est une chose avec laquelle on peut vivre. Un déficit de la taille de celui des États-Unis, 2 000 milliards par an, alors qu'avant le Covid, on était à 1 000 milliards de déficit par an, que ça reste structurellement très élevé, c'est quelque chose qui doit être adressé et aucun des deux candidats vraiment ne prend le taureau par les cornes. Et ça, ils vont devoir le faire, simplement, on ne sait pas encore comment. Donc ça, c'est pour adresser ce sujet-là. Et c'est vrai que nous, je dirais, investisseurs, on demande à ces candidats de s'exprimer sur le déficit, ils ne veulent pas le faire. Dommage. Ils vont devoir le faire à un autre moment. Ils sont en campagne électorale, c'est un petit peu normal. C'est pas le moment de dire qu'il y aura de la rigueur. Peu de gens aiment en parler, oui. Mais que finalement, au bout du compte... Ouais. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis et c'est normal. Revenons quand même sur notre vieux continent. D'abord, première question, est-ce que les taux d'intérêt vont aussi baisser chez nous? Parce qu'on a parlé de Jérôme Powell qui a clairement dit que le 18 septembre, il fera ce qu'il faut. Est-ce que ce sera aussi le cas pour la Banque centrale européenne? Et pourquoi je vous pose la question? C'est parce que la France ne va pas bien. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Au moment où on enregistre cette émission, ils n'ont toujours pas de Premier ministre. Et on voit bien que l'Allemagne, qui est quand même la première puissance économique de la zone euro, elle ne va pas très bien non plus. Donc on a vraiment besoin de cette baisse des taux. Alors les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, ce que nous disent les marchés, c'est qu'ils vont baisser du niveau auquel ils sont aujourd'hui, 3,75% à 2,5%. Donc on va avoir 6 baisses de taux de 25 points de base ou de 0,25% dans l'année qui vient, donc d'ici à l'été prochain. Oui, on en a besoin, notamment pour toute une série d'instruments de financement qui sont liés aux taux à court terme. C'est bien que l'Europe ait assez vite indiqué son intention de faire baisser les taux. Ça a fait baisser les taux à long terme. Ils ont déjà énormément baissé. Est-ce que les taux à long terme, les taux à 10 ans, vont encore baisser beaucoup plus que le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense qu'au niveau du très long terme, sur, je dirais, les rendements en euros, il n'y a plus énormément de marge. Il y en a encore un petit peu, mais plus énormément de marge. Mais c'est très bien que cette intention ait été exprimée, ce qui a permis donc à ces taux à long terme déjà de baisser pas mal. Et aussi, ça a rassuré beaucoup de gens sur le financement, finalement, de tous ceux qui empruntent. Vous avez vu que ça fait énormément de bien par rapport, par exemple, au marché de l'immobilier, marché immobilier européen, qui emprunte beaucoup, alors pas à très long terme, mais pas non plus à très court terme, un peu vers 4-5 ans comme ça. Et le fait que cette courbe-là ait vu des coûts de financement qui ont baissé, ça a beaucoup aidé ce marché, c'est une bonne chose. Et quand on regarde les entreprises de certains développeurs ou de certaines entreprises dans l'immobilier, ça se passe plutôt pas mal. Et un marché qui était en énorme souffrance il y a quelques années, en fait, finalement, n'a pas encore récupéré tout ce qu'il avait perdu, mais se tient pas mal. Donc, ça aide beaucoup de personnes et beaucoup de secteurs de l'économie que l'Europe ait pris cet engagement assez vite de faire baisser ses taux et qu'il s'exécute. Alors, sur les taux à long terme, vous êtes en train de dire qu'en tout cas, par exemple, par rapport aux promoteurs immobiliers, ils ont peut-être mangé leur pain noir. Qui doivent s'attendre à quand même une baisse des taux à long terme, pas très forte, mais tout de même. Oui, mais pour eux, les taux ont déjà beaucoup baissé. Okay. Les taux, non seulement parce que les taux obligataires des emprunts souverains ont baissé, mais aussi parce que les spreads, l'excès de coûts de financement que doivent payer les développeurs et toutes les personnes qui empruntent, eux aussi ont baissé. Donc on a beaucoup rassuré les marchés par rapport à la capacité d'emprunt de ces promoteurs et de ces personnes dans l'immobilier. En tant que stratège d'investissement, est-ce que l'Europe reste toujours un marché intéressant, malgré tous les défauts dont on a parlé sur les États-Unis tout à l'heure?
J'ai l'impression qu'on est sorti de l'histoire quand on regarde les entreprises technologiques dont on parle, qui font la une des journaux, des magazines. Elles sont américaines ou alors chinoises, de temps en temps israéliennes, mais pas du tout européennes. Et les quelques industries où nous étions très 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 forts, par exemple l'industrie automobile, on voit ce qui se passe avec Audi à Forêt, mais on voit aussi Volkswagen, qui est quand même pas la PME du coin, et qui pour la première fois, donc les choses vont vraiment mal, envisage peut-être de fermer une usine en Allemagne. Est-ce que ce ne sont pas des preuves que l'Europe est un continent qui est un petit peu malade ? Que pour les investissements nécessaires à faire émerger une nouvelle industrie, l'industrie électrique, l'Europe soit en retard par rapport à la Chine, c'est une certitude. Qu'aujourd'hui les constructeurs chinois soient meilleurs que certains constructeurs allemands, que beaucoup de constructeurs allemands, peut-être pas que tous, et qu'il y ait beaucoup de constructeurs chinois qui aujourd'hui disposent de technologies et d'un tissu industriel nettement plus avancé que le tissu industriel électrique européen, c'est une certitude. Nous devrions d'ailleurs en profiter, nous, Européens, et puisqu'on a mis des tarifs à l'importation de voitures électriques pour les voitures chinoises, offrir, par exemple, des usines qui seraient à disposition, peut-être à Bruxelles, à des constructeurs chinois, afin de permettre à une main-d'œuvre qualifiée, existante, de continuer à exercer leur métier, ce qui permettrait aux Chinois de fabriquer leurs voitures en Europe et de les vendre sans tarif. Tout le monde serait content. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est une chose qu'on pourrait faire. Mais c'est clair qu'il y a dans certains secteurs des avancées qui ont été réalisées par les Chinois que nous n'avons pas fait. Ça ne veut pas dire que toute l'industrie européenne est en souffrance. Je pense que l'Europe s'en sort encore pas mal par rapport à tous les enjeux qu'elle doit gérer. On a certains secteurs, notamment par exemple dans la chimie, dans lequel on reste extrêmement développé, dans la pétrochimie, dans lequel on reste extrêmement développé, d'autres industriels, même dans certains points, parce que c'est un peu siphonné par les Américains avec leur plan oui. qui vise à attirer des entreprises industrielles européennes, justement. Oui, mais il reste encore un tissu industriel qui se développe et qui peut perdurer. Il y a d'autres industries dans lesquelles on a des champions, et on a encore des champions européens. C'est ça ce que je veux dire, des entreprises championnes européennes qu'on doit aider à se développer, qu'on peut aider à se développer, et c'est pas trop tard. Il y a toute une série d'autres, notamment dans l'électrification, tout ce qui est matériaux pour l'électrification, on a là aussi des champions. Il y a encore des champions mondiaux européens qui existent, et nous qui cherchons à investir dans des entreprises profitables et avec du futur, on trouve encore à faire en Europe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser. Il y a un questionnement quand même. Donc effectivement, je retiens ce que vous venez de dire, Jérôme. Il y a des champions, il y a encore des champions au niveau européen. Malgré tout, quand même, c'est une économie européenne qui patine en ce moment. On a parlé des États-Unis, très grande robustesse, mais sans doute atterrissage en douceur, donc c'est pas très bon non plus. Alors on pourrait regarder le troisième moteur de l'économie mondiale, qu'est la Chine. Et là, ça fait quand même un bout de temps qu'on se dit que cette Chine, elle va se réveiller après le Covid, puisqu'on a dit oui, mais attendez que le Covid se termine, ils vont redémarrer. Et ça fait un bout de temps que cette économie ne redémarre pas, parce qu'elle est sans doute plombée à cause de la crise immobilière. La crise immobilière n'aide pas parce que c'était la façon historique dont les Chinois géraient les reprises économiques, en investissant dans l'immobilier et en promouvant le développement de l'immobilier en général. L'économie chinoise, pour faire simple, pilotait son économie. Aujourd'hui, avec les excès qui ont eu lieu dans l'économie chinoise, les Chinois refusent de rajouter de l'argent sur quelque chose qui finalement a déjà atteint un certain seuil. Ça prend trop de place, l'immobilier, et donc ils arrêtent d'investir là-dessus. C'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas investir sur d'autres choses, et notamment dans toutes les technologies innovatrices, notamment l'électrification. Ils ont pris, comme on vient d'en parler, énormément d'avance, et donc il y a plein de secteurs dans lesquels ils investissent et qui donnent un futur, je dirais, à l'industrie chinoise. Mais on a fait une erreur, nous, disons, économistes et investisseurs, c'est qu'on a cru que Xi Jinping mettrait en plan de relance de la consommation en Chine. On a cru qu'il ferait ça. Et ça, il ne le fait pas. Et la question, c'est est-ce qu'il va le faire à un moment donné ? Je pense que j'ai de plus en plus de doutes là-dessus. Peut-être qu'il finira par le faire, mais j'ai de plus en plus de doutes dessus. On s'est rendu compte avec les années que M. Xi Jinping ne veut pas stimuler la consommation. Il ne veut pas distribuer de l'argent
aux consommateurs parce qu'il pense que ça rendra les consommateurs paresseux. C'est vraiment un peu sa phrase. Il ne veut pas qu'ils deviennent comme les Anglais. C'est une phrase qu'il a sortie, vous verrez ça. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il c'est pas quelque chose qu'il veut faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va continuer à investir pour développer son industrie, que la Chine n'est pas une région intéressante pour l'investisseur en général. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y aura un plan de relance chinois à un moment donné, peut-être pas nécessairement de la consommation, mais de l'industrie au sens large. Mais pour ça, il faut vraiment que les taux d'intérêt américains baissent. La politique chinoise est un peu liée à la politique américaine. Si jamais il faisait un plan de relance maintenant qui serait trop fort, il risquerait d'affaiblir sa devise. Et ça, il ne veut pas le faire. Il veut faire à un moment donné où les Américains sont eux aussi en train de assouplir la politique monétaire. Alors Jérôme, merci pour ces explications, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre élément qu'on pourrait épingler, en tout cas pour les personnes qui nous regardent en ce moment? C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. On sait qu'il y a des droits de douane de part et d'autre, mais moi, ce qui me frappe, en tout cas en tant qu'observateur économique, c'est qu'aujourd'hui, nous mettons des droits de douane pour empêcher des voitures électriques chinoises de venir chez nous, des voitures électriques, et eux mettent des droits de douane ou vont en mettre pour défavoriser nos exportations de porc, de fromage et de cognac. C'est quand même un renversement en 20-30 ans énorme. C'est-à-dire on bloque des produits à forte valeur ajoutée technologique et nous, c'est des produits agricoles. C'est quand même un grand changement. C'est vrai que c'est une mesure du développement économique chinois. Je pense que la Chine dispose probablement des meilleurs entrepreneurs industriels du monde. Dans l'industrie, ils sont devenus imbattables, incontournables, très certainement les meilleurs. Il suffit de voir comme ils ont, depuis longtemps, et on vient d'en parler, planifié pour le développement de l'électrification bien en amont. Ils ont verrouillé la chaîne de valeur en s'intéressant très très vite à la batterie, qui est très importante pour le développement de la voiture électrique, aux terres rares, au raffinage de terres rares, dans lequel le complexe chinois est le meilleur du monde. Et donc, ils l'ont fait depuis 10-15 ans, pendant que nous, on était au balcon en train de regarder, en fait. Ils ont fait ça depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de constater cette avance. Il faut faire avec. Et c'est pour ça que tentons au moins de garder une production de voitures électriques en Europe le plus possible. Et lorsqu'il y a des opportunités, tentons de les mettre en œuvre. Alors, Jérôme, il nous reste malheureusement que quelques minutes. Je m'en voudrais de ne pas parler de ce merveilleux pays qu'est la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce battage médiatique autour du réinvestissement de l'argent donc de l'ancien bon d'État d'il y a un an? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt bon signe pour l'épargnant, l'investisseur, en tout cas l'épargnant, dans le sens où l'épargne n'était pas très bien rémunérée il y a quelque temps et que grâce à ce bon d'État, donc grâce au ministre sortant des Finances, Van Petegem, il a tapé un bon coup dans la fourmilière et maintenant toutes les banques se disputent ce pactole et essayent de proposer une rémunération un peu plus décente que par le passé. La stratégie de M. Van Petegem a réussi. Je pense qu'il voulait que les banques rémunèrent mieux l'épargne à court terme, l'épargne à taux fixe à court terme. C'est réussi. Aujourd'hui, les offres qui sont faites par les banques sont juste imbattables. Mais est-ce qu'il a eu raison de le faire? Je pense que c'est ça la vraie question. Est-ce que, comme le disait aujourd'hui le président de la bourse bruxelloise, est-ce qu'il ne faut pas en fait tenter de stimuler l'épargne à long terme et mettre des incitants en place pour permettre à l'épargne de s'investir à long terme? Parce que dans un an, vous aurez eu 3,5% brut ou 3,8% brut que vous proposent certaines offres, certains produits bancaires. Mais vous allez devoir replacer cet argent. Entre-temps, peut-être que la bourse aura encore augmenté plus et que vous devrez finalement vous décider de réinvestir en bourse à un moment donné où la bourse aura beaucoup monté. Donc chaque fois que vous placez votre argent à court terme, vous ne prenez pas le pas de décider de l'investir à long terme. Et donc, est-ce qu'il a eu raison de le faire? Pour moi, c'est une question. Vous êtes en train de dire un peu ce que dit le patron de la bourse de Bruxelles actuellement, c'est que cette épargne des Belges est malheureusement mal fléchée. Elle va vers de la rente, alors qu'elle devrait aller plutôt vers du capital à risque. Capital à risque et aussi de l'épargne à long terme. Permettre aux investisseurs de placer cet argent à plus long terme. Alors, si je vous écoute, c'est un coup manqué plutôt. Ça serait une des conclusions. Ce serait une des conclusions. Alors, tout dernier mot, la Belgique. On est en train de former ou tenter de former un gouvernement. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à ce propos, et notamment pour le budget.
On a été tensé, même admonesté par la Commission européenne, puisqu'on doit mettre de l'ordre dans notre budget. Vous, en tant que stratège d'investissement, représentant d'une banque privée, comment est-ce que vous voyez la confection de ce gouvernement et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les marchés financiers ne nous sanctionnent pas dans 6 mois ou dans 1 an parce qu'on aura mal géré ce budget et qu'on verrait alors nos taux d'intérêt monter de manière stratosphérique? Je pense que la coalition qui est en train de se former a raison de se concentrer sur le budget et sur des mesures budgétaires. Je pense qu'elle est en train de prendre une certaine bonne mesure. Je pense qu'au fur et à mesure de sa progression, ce serait bien qu'elle puisse aller plus loin. Et ce n'est pas parce que la Belgique est en faillite. Et d'ailleurs, c'est pas la même. On peut parler de la Belgique comme on parle de la France. On a un déficit qui est très élevé. Il faut qu'on donne un signe comme quoi on le contrôle et surtout qu'on planifie les dépenses qu'on veut faire à très long terme. Ça, c'est s'il y avait un message qu'on devrait adresser au gouvernement, c'est donnez-nous une idée de comment vous allez organiser les dépenses à long terme. Qu'il y ait un déficit, une sorte de trajectoire. Une trajectoire. Pourquoi ? Quelles sont les priorités ? Quels sont les sujets qui aujourd'hui sont importants pour nous ? Dans quoi allons-nous investir pour que toute une série de services qui ne fonctionnent pas bien fonctionnent mieux, pour que les citoyens s'en sortent bien ? Et si pour ça il doit y avoir un certain déficit, ça va. Il ne faut pas qu'il soit 5%, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans, je dirais, l'erreur que fait l'Allemagne, d'avoir 0 déficit. C'est pas du tout ça qu'on leur demande. On ne pourrait pas, de toute façon en Belgique on n'y arriverait pas, on n'a pas le mental pour. Oui. Mais ça veut dire que si on a cette trajectoire-là, on a une bonne chance que la dette publique belge ne soit pas dégradée par les agences de notation américaines, anglo-saxonnes. Bien sûr, parce que les coûts de financement, on vient d'en parler, vont rester bas. Donc il n'y a pas de chance que le coût de financement de la dette que les États payent aujourd'hui dépasse la croissance. C'est ça qui crée ces fameux effets boule de neige. C'est pas ça. Mais par contre, mettre de l'ordre dans la maison et surtout réorienter vers les priorités actuelles, ça, c'est ce que les investisseurs en dette belge et en dette française veulent voir. C'est la fin de ce podcast Z sur 7. Après avoir abordé la situation des marchés aux États-Unis, en Chine, en Europe et dans notre pays, nous avons pu faire le tour des marchés boursiers. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve demain pour l'info à ne pas manquer avec Camille Delannoy. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z.